Bonjour. Tout d'abord, un grand merci au professeur Jean-Jacques Hublin de m'avoir convié à participer à ce colloque fort intéressant. Et je voudrais également saluer avec une grande émotion la mémoire du professeur Yves Coppens. Donc son humanisme, son humanité, son enthousiasme, sa convivialité et son humour seront toujours dans nos mémoires. Sa passion du terrain et sa générosité l'ont toujours conduit à aider les jeunes chercheuses et jeunes chercheurs à concrétiser leur aspiration scientifique. Le professeur Yves Coppens m'a fait l'honneur de soutenir certains de mes projets et de m'accueillir dans son laboratoire au Collège de France pendant 2 ans. Pour la petite anecdote, figure de style que le professeur Coppens savait manier avec brio, sans doute mieux que moi, j'ai pu dans ce cas faire une conférence ici même, donc il y a très longtemps, du temps des diapositives, donc c'est pour dire. Et ça a été pour moi un grand moment de solitude quand j'ai constaté que toutes mes diapositives étaient à l'envers. Donc ce qui ne devrait pas arriver cette fois, enfin je l'espère. Donc je vais donc vous présenter ici un regard croisé entre données de terrain, données anatomiques, afin que nous puissions réfléchir tous ensemble sur la singularité ou la pluralité des artisans et des cultures matérielles au Pliocléistocène. Tout d'abord, comme vous l'avez vu tout à l'heure, l'histoire évolutive des hominines et leurs techniques s'est considérablement complexifiée ces 25 dernières années, grâce à l'apport de nouvelles méthodes d'analyse, mais surtout, comme vous l'avez vu, de nouvelles découvertes, tant archéologiques que paléanthropologiques. Les découvertes faites en Afrique orientale et australe mettent en effet en avant une grande diversité, tant sur le plan biologique que culturel, au cours du Pliocléistocène. La définition de notre genre, donc le genre Homo, et les critères concernant sa définition font l'objet naturellement de nombreuses discussions, que ce soit sur le plan anatomique, comportemental ou philosophique. Parmi les critères proposés pour définir le genre Homo par Richard Leakey, John Napier et Philip Tobias en 1964, nous pouvons citer le volume endocrânien, une posture érigée, une démarche bipède et une préhension puissante et précise. Ainsi, les capacités manuelles semblent être indissociables de cette définition du genre Homo. La manufacture d'artefacts lithiques occupe également une place particulière dans la littérature pour cette définition. Mais quelle est la relation entre les hominines et les différentes cultures matérielles ? Doit-on considérer la fabrication d'artefacts lithiques comme spécifique du genre Homo, et est-elle un élément pour le définir ? Donc, je vais discuter ici des hominines qui ont pu tailler des artefacts oldoïens et acheléens. La question des artisans du Lomé-Couillin sera quant à elle abordée dans quelques instants par Hélène Roche. Donc, l'artisan de l'oldoïen est-il exclusivement Homo habilis et celui de l'acheléen Homo erectus ? Les données archéologiques soulignent une diversité en termes de technocomplexes et une évolution non linéaire. Donc, les plus anciens outils oldoïens connus, trouvés in situ, ont été mis au jour au Kenya, dans le site de Nayanga, dont je vais vous présenter tout à l'heure, qui date de plus de 2,6 millions d'années. En Éthiopie, la formation de Busibida à Gona a livré le plus grand nombre de sites oldoïens anciens, datés entre 2,6 et 2,5 millions d'années. On peut également souligner le site de Bokol Dora 1 à Lidigeraru, daté entre 2,58 et 2,61 millions d'années, et les sites AL666 et les complexes de sites de Lokalelei, datés tous deux à 2,34 millions d'années. Les récentes découvertes ont également montré la présence d'artefacts oldoïens et acheléens dans les sites de Danaoale Gona et de Busibina North Gona. Et pour finir, certains sites oldoïens, comme vous le voyez ici, sont plus récents que les sites acheléens, dont les plus anciens sont les sites de Kokiselei 4 et les sites de Konsodo Gardula et de FLK West Site. Donc vous voyez ici, comme pour l'évolution humaine, nous pouvons considérer que l'évolution culturelle pourrait être elle aussi considérée comme buissonnante. Donc l'oldoïen, au sens large, chevauche temporellement et géographiquement différents taxons d'hominines, dont vous avez vu les autres taxons ce matin. Là, on est un peu plus haut en chronologie. Donc les premiers représentants de notre genre, ici en jaune, les paranthropes et certaines espèces d'australopithèques en Afrique orientale et australe. Mais quelle est la nature des relations entre ces hominines et différents assemblages archéologiques ? Singularité ou pluralité de ces artisans ? Donc, je vais d'abord aborder 2 principaux aspects. Le premier consiste à étudier les associations hominines culture matérielle dans les archives de terrain du Pliocléistocène à 2 échelles, la première régionale et une à l'échelle également plus locale.
Le second paramètre est lié aux données anatomiques, afin qu'on puisse discuter ensemble des habiletés manuelles de ces hominines. Donc, j'ai travaillé sans a priori sur les données bibliographiques présentant des sites archéologiques où sont citées dedans des informations spatiales et le contexte de découverte. Il est à noter qu'il est parfois difficile de retrouver certaines informations dans les articles consacrés à la description des fossiles d'hominines, notamment celles concernant le mode de dépôt, le contexte, in situ en surface, et la distance par rapport aux vestiges archéologiques. Donc, afin de discuter de cette relation entre hominines et culture matérielle, j'ai examiné les hominines et les vestiges archéologiques d'Afrique orientale et australe, datés entre 2,8 et 1 million d'années, et j'ai classé leur relation dans des catégories fiabilité. Donc, j'ai défini un niveau faible de fiabilité lorsque les vestiges d'hominines se situent à une échelle régionale, c'est-à-dire dans les mêmes cadres chronologiques que les sites archéologiques, mais à des distances importantes. En revanche, on peut définir une confiance plus élevée, cette fois-ci à une échelle plus locale, qui correspond à des restes d'hominines trouvés in situ, dans le site archéologique ou à quelques mètres de ce site, ce qui pourrait être, d'un point de vue du rasoir d'Oxcam, l'hypothèse la plus parcimonieuse pour la relation hominine-culture matérielle. Donc, même si, bien sûr, il est toujours difficile d'être sûr que l'hominine trouvée dans un site archéologique soit le fabricant de ces artefacts, c'est souvent quand même l'hypothèse couramment utilisée et sans doute la plus parcimonieuse, et qui est notamment utilisée pour les sites du Paléolithique supérieur et du Paléolithique moyen. Donc, dans le cadre du débat sur la pluralité et l'unicité des artisans, le bassin de l'Homo turkana contribue par un nombre important de restes d'hominines et de sites archéologiques largement à ce débat, dont plusieurs découvertes sont issues des travaux qui ont été menés par le professeur Yves Coppens, dans la vallée de Homo notamment. Donc, le premier exemple que je vais vous présenter est ici à l'échelle régionale, donc une faible confiance de cette association, c'est-à-dire quand les restes d'hominines sont présents dans le même horizon chronostratigraphique que les assemblages lithiques, mais à des distances importantes. Donc, on peut citer notamment comme exemple ce crâne, l'holotype d'Australopithecus gary, qui donc définit cette espèce et qui est associé à de la faune qui présente des traces de découpe, donc qui montre potentiellement une utilisation d'outils, mais qui est parfois associé au site archéologique oldowien de Gona, qui se situe en revanche à 90 km de ce crâne. Voyons maintenant ici des associations qui sont plus fines. Donc, pour ce qui concerne l'association entre l'oldowien et Homo habilis au sens large, donc je ne vais pas rentrer dans le détail si on est en Homo habilis ou Homo rhodolfensis, 6 évidences ont pu être répertoriées en Éthiopie, avec le site d'Ael 666, ici, et le site de Fejej 1, également au Kenya, dans la localité de Lokalelei 1, et en Tanzanie, avec 3 sites, les sites de Dika, Ewas Oldupa et NMK Skull, qui sont tous situés dans la gorge d'Olduvai. Donc, je vais vous présenter quelques exemples pour que vous puissiez me croire. Donc, le premier, notamment dans la formation de Natchukui, à l'ouest du lac Turkana, on a trouvé il y a quelques années une dent issue du site de Lokalelei 1 alpha, qui est daté de 2,34 millions d'années et qui correspond donc à l'un des plus anciens représentants du genre Homo au Kenya. Et cette dent a été trouvée donc en surface, a été trouvée à 100 mètres du site de Lokalelei 1, qui renferme, lui, un nombre important d'artefacts oldowayens. Pour ce qui concerne maintenant l'association donc, entre l'oldowayen et des sites qui présentent à la fois des restes d'Homo habilis et de paranthropes, donc, où il est peut-être discutable l'attribution de ces restes lithiques, on peut citer le niveau 22 du site FLK, et avec l'holotype de Paranthropus boisei, OH5, qui est également présent avec d'autres restes d'Homo habilis, et avec également des vestiges qui sont attribués à l'un ou à l'autre des taxons, car comme vous l'avez vu ce matin, parfois les attributions peuvent être compliquées et discutées. Maintenant, voyons l'association entre les sites oldowayens et les paranthropes. Et donc, 6 occurrences ont pu être identifiées, donc notamment en Éthiopie avec le site OH57 qui a été découvert et fouillé par le professeur Yves Coppens, et 2 sites à l'est et à l'ouest du lac Turkana, ainsi que les sites de Nyayenga au Kenya et de Checharanga et le niveau 4 du site Beka dans les gorges d'Olduvai. Donc, le site de Nyayenga a été publié cette année par Plummer et collaborateurs, et c'est un site majeur parce qu'il a livré des artefacts lithiques associés à des restes de Paranthropus qui sont datés entre 2,6 et 3 millions d'années. Également associés à des marques de boucherie sur des hippopotamidés.
Et fait exceptionnel et très rarissime, ils ont pu montrer des traces d'utilisation qui indiquent un traitement du tissu animal, mais également végétal. Comme autre exemple, je peux vous citer également le site de Kukiselei 1, situé à l'ouest du lac Turkana, et qui a été fouillé dans le cadre du West Turkana Archaeological Project. Donc lui est légèrement plus récent, 1,8 million d'années, mais il a livré de nombreux artefacts lithiques oldoïens et des restes de faune et de nombreux restes dentaires attribués à Paranthropus boisei, que vous avez ici. Les sites oldoïens sont également parfois associés à des restes d'Homo erectus, donc ici au sens large, je ne vais pas non plus rentrer dans le débat si on est dans un Homo ergaster ou pas, avec notamment 4 sites, dont 2 dans la région de Melka Kunture en Éthiopie, le niveau E du site de Garba 4 et le site de Gomboré 1. Et également le site de Nayana Engol 1 à l'ouest du lac Turkana et le site TPK dans les gorges d'Olduvai. Donc, le site de Nayana Engol 1 a livré plus de 1000 artefacts lithiques attribués à de l'oldoïen, également plus de 2000 restes fauniques et une prémolaire attribuée à Homo erectus au sens large. La couche E du site de Garbakat à Melka Kunture en Éthiopie a livré 718 artefacts attribués à de l'oldoïen qui sont faits principalement comme matière première à partir d'obsidienne. La mandibule découverte dans ce niveau appartient à un enfant dont l'âge au décès peut être estimé autour de 3 ans et qui a été attribué aux Homo erectus au sens large. Enfin, il existe 2 sites géographiquement très proches dans la dépression de l'Afar en Éthiopie où ont été trouvés des restes crâniens attribués aux Homo erectus, cette fois-ci associés à des vestiges à la fois oldoïens et acheléens. Donc ça correspond au site DAN5 qui est daté entre 1,5 et 1,6 million d'années et qui présente un crâne relativement complet, que vous avez ici, avec plus de 100 artefacts lithiques oldoïens et acheléens. Ce crâne, d'après sa morphologie et ses dimensions, est attribué à Homo erectus. Tandis que le site BSN12, daté un peu plus récemment, donc de 1,2 million d'années, a livré des fragments d'os frontal ainsi que plus de 200 artefacts lithiques, également oldoïens et acheléens. L'association entre acheléens et des vestiges de Paranthrope et d'Homo erectus a été également observée, notamment dans la localité KGA10 de Kontso-Gardula, avec des vestiges de Homo erectus qui ont été trouvés à moins de 50 mètres de la fouille A10 et qui a livré notamment de nombreux bifaces acheléens. 9 restes également attribués ici, vous avez un crâne attribué à Paranthropus boisei, ont également été découverts dans cette localité KGA10. Donc pour ce qui concerne l'Afrique australe, dont vous avez vu tout à l'heure quelques photos déjà, il faut noter que les modes de dépôt et de conservation des restes fossiles et lithiques sont nettement différents entre l'Afrique orientale, ici, et l'Afrique australe, ici. Donc avec principalement des sites en plein air en Afrique orientale et des sites en karst en Afrique australe. Donc les dépôts karstiques, naturellement, ne nous permettent pas d'appliquer le fameux indice de confiance élevé que j'ai utilisé pour l'instant dans ce que je vous ai montré pour l'Afrique orientale. Toutefois, dans les différents sites de la région du Gauteng, des restes attribués aux premiers représentants du genre Homo et aux paranthropes ont été mis au jour. Donc vous aurez également, je pense, plus d'éléments demain par rapport à cela. Toutefois, les sites notamment de Schwarzkrantz du membre 3 et le site de Coopers Day soutiennent l'hypothèse selon laquelle Paranthropus robustus a probablement fabriqué et ou utilisé des outils en pierre, mais également en os, dont vous avez un exemple ici. Il faut savoir qu'en Afrique de l'Est, en Afrique orientale, on n'a pas de site avec des outils en os, contrairement à l'Afrique australe. Maintenant, voyons les éléments anatomiques, et notamment de la main, qui permettent de mettre en avant des adaptations à l'utilisation et à la fabrication d'outils. Et ça a notamment pu être mis en évidence sur des spécimens attribués au genre Paranthropus dans les sites de Ilret, de Schwarzkrantz et d'Olduvai. Donc, l'anatomie de la main des spécimens appartenant notamment à Paranthropus boisei souligne que cette espèce ne possédait pas le pouce robuste qui est observé chez Homo erectus, mais qui faisait preuve d'une dextérité toutefois manuelle importante, requise pour utiliser ou fabriquer des outils en pierre. En Afrique australe, cette fois-ci, selon les travaux notamment de Sussman,
Paranthropus robustus possédait des muscles permettant une préhension de précision de type humain, c'est-à-dire en stabilisant l'opposition du pouce et du 5e doigt avec tous les autres doigts, qui sont considérés, je pense que vous le savez, comme des adaptations à l'utilisation et à la fabrication d'outils. Le modèle de Paranthropus pourrait refléter également une adaptation à des activités manuelles autres que la fabrication d'outils, davantage liées à des comportements alimentaires de manipulation tels que la collecte et la transformation d'aliments. Donc pour conclure, comme remarque préliminaire, il faut voir que les assemblages oldowayens restent relativement rares avant 1,8 million d'années et encore plus rares au-delà de 2 millions d'années, et qu'il y a quelques occurrences acheuléennes qui sont reportées avant 1,4 million d'années. En outre, il y a un chevauchement chronologique entre les assemblages oldowayens et acheuléens, et donc vous avez vu, tous deux sont parfois trouvés dans la même région ou même parfois dans le même site. Il faut également noter que le nombre de vestiges paléanthropologiques associés à des assemblages archéologiques est très faible. Mais si on regarde à une échelle assez précise, donc avec mes fameux indices de confiance élevés, on peut quand même noter qu'il y a beaucoup d'associations entre des restes de Paranthropus et des assemblages lithiques oldowayens, notamment 9 occurrences, ce qui n'est pas tout à fait rare. Et de même qu'en termes d'anatomie, le type de dextérité nécessaire à la fabrication d'artefacts oldowayens n'est très probablement pas limité aux premiers représentants du genre Homo, l'anatomie des mains de paranthropes étant compatible avec une utilisation et ou une fabrication d'artefacts lithiques. Donc, de mon point de vue, les occurrences entre les assemblages oldowayens et de Paranthropus ne sont sans doute pas une coïncidence. Il est peut-être plus plausible que Paranthropus ait fabriqué et utilisé des outils en pierre pour couper du tissu animal et ou végétal. Paranthropus doit donc être considéré comme un fabricant d'outils de pierre et d'outils en os, au même titre que les premiers représentants du genre Homo, même s'il est possible naturellement que leur utilisation puisse être différente en fonction des variations des spectres alimentaires entre ces deux genres. En outre, si après 1,4 million d'années, Homo erectus est principalement associé à des assemblages acheuléens, il existe avant de nombreux sites où Homo erectus est associé à de l'oldowayen et non à de l'acheuléen, en Afrique, mais également en dehors d'Afrique, et donc pour cela, on peut notamment citer le site de Dmanisi en Géorgie. Donc, selon le faisceau d'indices présenté ici, il existe donc, de mon point de vue, une pluralité des artisans au Pliopléistocène, et la fabrication d'outils lithiques au cours de cette période n'est sans doute pas spécifique au genre Homo. Je vous remercie.